Que retenir des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo? 60 ans après, on est déjà mature. Qu'est-ce qui est à la base du retard enregistré en République démocratique du Congo par rapport au développement, par rapport à tous les secteurs de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, on en parle ce jour avec un invité spécial. Lui, c'est Maître Sylvain Mutombo. Il est ministre délégué auprès du ministre de la Défense et chargé des anciens combattants. C'est lui, notre invité. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement qui brossera aussi la situation de l'actualité en République démocratique du Congo. Bienvenue. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation RDC Infrastructure et Développement. Et nous vous souhaitons la bienvenue. D'entrée de jeu, que pouvons-nous retenir des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de prendre la parole par devant votre plateau aujourd'hui et parler de 60 ans de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas parler de nos 60 ans sans brosser l'événement qui avait conduit à ce que le Congo puisse devenir un État indépendant, jadis sous le joug du colonialiste belge. Notre indépendance était émaillée de plusieurs amplitudes et il fallait que des années passent pour que certaines puissent percer, que l'indépendance politique, l'indépendance économique, l'indépendance culturelle ou sociale font partie des acquis dont le père fondateur s'est battu afin de les arracher à tout bout de champ, aussitôt après la déclaration de la Belgique et de la table ronde. Mais le constat amer, c'est que nous avions eu à perdre Patrice Emery Lumumba après cette grande victoire, après sa ligne de conduite du Congo, qu'il voulait un Congo immédiatement indépendant sur tout le plan, et c'était surtout sur le plan politique, et afin d'empêcher ce que nous appelons l'ingérence extérieure sur le plan économique et sur le plan de la souveraineté nationale et internationale. Lumumba ayant compris et maîtrisé les attributs du pouvoir et les attributs d'un état de droit dit démocratique, s'était battu pour que nous puissions avoir vraiment un Congo qui devait décoller aussitôt après son indépendance. Mais la guerre entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, que nous appelons par le jargon la guerre froide, nous avait conduit à des événements affreux, lesquels événements ont fait perdre aux Congolais la marche d'un avenir prospère attendu aussitôt après la veille de l'indépendance de notre pays. Nous avons enregistré un grand retard sur le plan du développement. 60 ans après, il y a moins de 10% des acquis. Je m'explique. Nous avons moins de 10% de taux d'infrastructure en République démocratique du Congo. Moins de 10% du taux du desserte en eau potable, en électricité. Et la liste est tellement longue que nous pouvons continuer comme ça. Que pouvons-nous faire? C'est vrai, le passé, on a connu des morts et tout ça, des pertes. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de récupérer ce retard? Pour arriver à vous faire comprendre que dans un état de droit dit démocratique, le développement est une priorité qui ne peut s'élever que par une bonne justice, que par le respect des textes de loi entre le gouvernant et le gouverné. Tous sont soumis aux règles de la loi édictée. Mais voyez-vous la violation de la constitution dite
la loi fondamentale, la crise Lumumba-Kasavubu, l'autre deux choix l'autre, l'autre deux choix l'autre, un problème sérieux de texte constitutionnel de notre pays. Et là, les leaders politiques en son temps ne pouvaient pas se focaliser sur la vie sociale, sur les infrastructures. Ils s'étaient tous focalisés sur la gestion de leur propre pouvoir politique. Je suis là, je dois m'imposer. Et arrivé en 1964, on devait trouver une solution palliative à cette question d'inconstitutionnalité ou à cette question des conflits, des compétences entre Lumumba et Kasavubu. On s'est vu encore rattrapé par un même événement de ce genre. Kasavubu, président de la République, Moïse Tshombe gagne la majorité au Parlement, sur toute l'étendue de la République. Le parti de Moïse Tshombe, la CONACAT, si je ne m'abuse pas, gagnera les élections. Mais c'est un autre président de l'Assemblée qui est nommé Premier ministre. Un autre Premier ministre qui est nommé au-delà de celui qui avait la majorité parlementaire. Ça nous a plongé dans une autre crise. Et cette crise, vous connaissez le contour, avec l'avènement de Mobutu et son coup d'État de 1965, qui va diriger le pays pendant 2 années, sans aucune référence constitutionnelle, en édictant aussitôt après la constitution dite révolutionnaire en 1964, en 1967. Ça nous a amené à des crises et des crises successives. Des crises terribles, constitutionnelles et politiques. Et ces crises ne pouvaient pas permettre qu'un État jeune, à peine quitté la décolonisation, de se livrer au développement de son peuple. Et là, il y avait un freinage. Sur tous ces plans-là, les Belges partis, les pays en déséquilibre constitutionnel et politique, et on ne pouvait pas toucher aux vraies réalités de la politique congolaise en ce qui concerne les intérêts du peuple. Il fallait d'abord rétablir la machine sous les rails afin de cogiter comment amener le peuple congolais à avoir un bon salaire, à avoir de l'emploi, à avoir le social, à avoir de routes, à avoir de belles infrastructures. Cette histoire s'est passée et on a connu d'autres périodes encore trop dures avec Mobutu qui est venu violer même la volonté populaire, la volonté de la classe politique voulant faire du Congo un État émergent avec le manifeste de l'Ancélé. Il est venu avec ses documents, le Tshisekedi et le père fondateur qui avait accompagné Mobutu pour l'élaboration de ces 10 documents, s'était vu encore une fois de plus roulé par la volonté d'un individu qui voulait individualiser le pouvoir et non institutionnaliser le pouvoir. La suite, crise sur crise. La perdition du Congo, jusqu'au moment où je vous parle aujourd'hui, je vous épargne les étapes. Je reprends la 1997. Mobutu est parti, ayant pris le pouvoir par les armes. Il a été chassé par les armes. Il n'a pas pu amener la démocratie au pays parce que c'était un tyran, un dictateur. Il ne pouvait pas supporter la démocratie vu qu'il régnait comme un roi. Donc, mais Sylvain Mutombo, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui disent que c'est Lumumba qui est à la base du malheur du Congo parce que il a demandé l'indépendance d'une manière anticipée. Il a fallu peut-être attendre 20, 10, 30 ans après. Comme ça, on aurait eu des infrastructures, beaucoup de bénéfices, même sur le plan économique. Quelle est votre lecture par rapport à ceux qui disent ainsi? J'ai toujours salué le courage de Lumumba. C'est un courage qui est pour nous le grand repère de la jeunesse congolaise et la jeunesse panafricaine. Nous ne pouvons pas dire que Lumumba avait précipité notre indépendance. C'était notre pays et nous devions avoir notre indépendance parce que nous sommes nés libres comme le blanc, comme les autres races de l'humanité. Et aucune personne ne peut prendre une autre sous l'assujettissement ou sous les jougs. Ce sont des pratiques ou des praxis déjà abolies même par la Bible et condamnées par la Bible. Et Lumumba avait un courage magistral, un courage. Je soutiens ce courage. C'est le courage qui nous anime, nous autres ici, jusque maintenant. C'est l'ADN de Lumumba qui est en nous. Le mal, il faut l'attaquer. La dictature, il faut l'appeler dictature, comme je l'ai toujours dit. Quand on prend le pouvoir par la voie démocratique, on la gère d'une manière démocratique. Mais Kabila a organisé les élections 2 fois de suite. Ils n'ont pas organisé les élections.
Ce sont les élections que nous avons par le prix du sang obtenu. Ce sont les élections que nous avons prises par le prix de sacrifice. Les nôtres sont morts pour ces élections. Rossi Mukendi est mort pour les élections. Il faut payer le prix pour gagner certaines choses, oui. Lumumba est mort pour cet État démocratique et de droit que nous nous battions avec Etienne Tshisekedi pendant plus de 37 ans. Bastonnage, relégation. Qu'est-ce qui a retenu votre attention sur le message, sur le discours du chef de l'État lors du 30 juin? Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention, mais également aussi l'attention de votre parti politique qui est le RDT, le Rassemblement des démocrates tshisekidistes, que vous êtes autorité morale de ces partis politiques, oui. Vous savez, Félix Tshisekedi est venu marquer l'histoire. Le peuple congolais était tous enthousiasmés par ce grand discours qui marque les événements des grands discours de l'humanité. Vous savez, nous avons suivi beaucoup de discours pendant 18 ans. Nous avons suivi beaucoup de discours pendant toutes ces périodes où le peuple congolais était en train de chercher à avoir un leadership autre que ce que nous avons connu hier dans ce pays-ci. Un discours réconciliant. Un discours qui retrace d'où nous sommes venus. Où sommes-nous? Un discours volontariste par rapport à sa charge comme homme d'État et un président de la République qui vient pour commencer et jeter les balises pour celui qui viendra demain après lui. Un discours responsable qui nous réconcilie même avec nous-mêmes et qui nous réconcilie avec nos colonisateurs. Hier, considérés comme ceux qui ont eu à causer beaucoup de tort au peuple congolais, l'esclavagisme et autres que vous connaissez, la vente des êtres humains et l'esclavagisme et autre chose. Mais Félix Tshisekedi a rétabli une grande réconciliation entre nous et la Belgique, en reconnaissant la Belgique comme notre seconde patrie. C'est quelque chose de très avantageux. Nous ne voulons pas, nous, dire que ces discours pouvaient atteindre l'assentiment de tout le monde, mais nous, en tant qu'hommes politiques, hommes d'État, nous avons vu un discours qui a touché toutes les sensibilités de notre pays et sur tout le plan. Un discours qui fait une projection d'un Congo meilleur, un Congo prospère dans les années qui suivront. Quel est le secteur, selon vous, le plus prioritaire par lequel Félix Tshisekedi doit accélérer pour que nous puissions aujourd'hui essayer de récupérer ce retard? C'est quel secteur, selon vous? C'est le secteur de la justice. Elle élève une nation. C'est elle qui pose les jalons d'une république dite de droit et démocratique. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a eu des élections organisées dans ce pays. Même un monarque organise des élections pour se représenter lui-même ou pour se faire élire. Pour vous dire que Mobutu a organisé des élections dans ce pays. Mais il avait toujours sa casquette de celui qu'on a considéré comme le dictateur le plus grand de l'Afrique, ou des décennies passées. Donc pour nous, la justice élèvera la nation, et la justice permettra que tous les secteurs de la vie sociale puissent évoluer. Regardez, aujourd'hui nous sommes dans le secteur des infrastructures. On débourse beaucoup de moyens pour construire des routes pour les Congolais, pour construire des écoles pour les Congolais, pour rétablir le saute-mouton, pour empêcher ce qu'il y ait beaucoup d'embouteillages, afin que les Congolais puissent circuler sur Kinshasa et dans d'autres provinces librement, pour renouer des provinces avec d'autres villes, afin d'évacuer tout ce qui est comme denrées alimentaires vers les villes pour la consommation de la population. Mais des paisibles citoyens congolais s'improvisent. Ils se donnent le luxe de détourner. De tout détourner. Et on fait un frein dans ces secteurs-là. Et ces secteurs-là ne pourront pas évoluer. Et ce qui a été fait pendant toutes les années, chaque fois qu'on donnait des fonds pour la construction d'un ouvrage dans telle province ou telle province, pas de suivi, l'argent détourné. Et il y a beaucoup de dossiers pareils. L'État, qui est le maître du sol et du sous-sol, a peu d'immeubles que de particuliers, qui ont des immeubles au-delà de l'eux. Nous avons des hommes plus riches que l'État. Tout ce qui appartient à l'État, des biens sans maître, des biens même construits par l'État lui-même, sont récupérés par des paisibles citoyens et ils en font leur propre propriété.
Voilà ce qui a tué ces pays. Pour retourner le pays sur les rails, le grand secteur, c'est la justice. Le grand secteur, c'est l'impunité que nous devons éradiquer dans ces pays. Corriger ceux qui dirigent nos entreprises publiques qui doivent régénérer des recettes pour que l'État puisse avoir des moyens conséquents afin de résoudre le problème sociaux du Congolais. Mais si les entreprises continuent à être pillées, les fonds détournés, le coulage, ça et là, les détournements, les évasions fiscales, le fraude fiscale, à gauche et à droite, l'État devient dans l'impossibilité de résoudre certains problèmes sociaux de la population. Et pour le rendre, il faut un mécanisme. Et le mécanisme, c'est organiser la justice, donner aux magistrats la puissance de leur action publique, aux inspecteurs, aux OPJ et à tous les inspecteurs à compétences restreintes dans les domaines dont ils sont attachés, de se mettre au travail afin d'aider le président de la République. Même maintenant que les autres sont en train d'être arrêtés à gauche et à droite, des procès, ça et là, d'autres continuent à se livrer dans les actes de pillage et de détournement. Nous lançons encore un appel d'arrêter, parce que le président de la République l'avait déjà dit. Il pensait que c'était un slogan, comme tolérance zéro de l'époque, personne en prison. Nous ne venons pas avec des slogans, nous venons avec la politique action. Agir que parler, poser des actes comme des véritables hommes d'État qui sont là pour s'illustrer à avoir des solutions d'excellence pour l'intérêt de la communauté. Merci beaucoup Sylvain Mutombo. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'état de droit est en train de s'installer petit à petit? Vous êtes les élèves d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est patriarche qui a milité, qui a lutté 37 ans pour l'installation d'un état de droit. Aujourd'hui, nous pouvons dire réellement, sans crainte d'être contredit, que l'état de droit est en train de s'installer aujourd'hui en RDC avec toutes ces condamnations enregistrées dans le cadre du procès 100 jours. L'état de droit n'est pas pour nous un chapelet de belles intentions. L'état de droit n'est pas pour nous une aventure de certains hommes politiques congolais d'hier. Vous venez d'évoquer le combat d'Étienne Tshisekedi pour l'établissement d'un état de droit. Ça lui a coûté 37 ans. Et nous qui l'avons rejoint avec toute notre jeunesse, on a fait 29 ans. Arrêté, bastonné, chassé des universités, arrêté par la police, par l'ANR, pour le combat d'un état de droit. Alors que nous pouvions aussi suivre la camarilla d'hier au pouvoir pour s'enrichir. Mais nous ne l'avons pas suivi. Ils étaient à nos trousses pour que nous venions entrer dans ces systèmes de corrompus, des systèmes de malfaiteurs et hontés, dans ces systèmes des gens qui ont appauvri notre population, les gens qui ont clochardisé notre peuple. Nous avons refusé, pas pour que quand nous allons prendre le pouvoir, que nous fassions comme eux. Nous avons pris ce pouvoir pour établir un état de droit dit démocratique, où le peuple est au contrôle de tout. Parce que la démocratie voudra que le peuple fasse ce qu'on appelle le contrôle. Le peuple doit participer. Le peuple doit avoir la liberté d'expression. Avec la République des juges que vous voulez installer en RDC. Vous savez, les gens comprennent mal les choses quand ils évoquent cette question de la République des juges. Et nous, nous disons, c'est la justice qui élève une nation. Et on évoque Montesquieu, on doit séparer ses compétences. On revoit la même constitution pendant tout le temps passé, depuis 2006 jusqu'à nos jours, avec le régime passé. Ils n'ont pas utilisé les armes qu'on avait données à ces conseils supérieurs de la magistrature ou à la magistrature dans son ensemble. Le président Félix Tshisekedi est venu. Il n'a donné que la morale et la volonté de changer. Il n'a pas encore terminé à arranger les conditions de vie de magistrats. Il leur a donné que le courage et l'amour de la patrie et leur dire que c'est possible que nous puissions être dans un état de droit. Juge, fais ton travail. Magistrat du parquet, fais ton travail. La République te sera redevable et reconnaissante demain.
Quand vous leur rendrez des bons services, en rétablissant un état de droit, le Congo aura des milliards. Le Congo arrêtera beaucoup de gens. Et la mentalité congolaise aura à changer. Les jeunes qui viendront demain auront peur à mettre la main sur ce qui appartient à l'État. Et l'État sera le plus riche de tous les Congolais ici présents. Et nous ferons des choses pour l'intérêt de la communauté. La République, où on n'arrêtait que le petit voleur de téléphone. Je suis avocat de profession. Je connais beaucoup de choses dans cet appareil judiciaire. J'ai plaidé pendant 14 ans, devant toutes les juridictions. Je connais ce qui se passe dans notre pays. Je peux vous démontrer que nous n'avons pas une justice hier. La justice a commencé à prendre des allures de la grande responsabilité. Chapeau bas à mes amis magistrats. Chapeau bas à mes amis aux magistrats. Le courage pour un état de droit, c'est par eux. Si nous ici, nous commettons des fautes, si nous commettons des infractions, nous nous mettrons à la disposition de la justice. Nous nous sommes battus pendant 29 mois pour ça. Arrêtés, bastonnés, clochardisés par les anti-révolutionnaires d'hier, ceux qui ne voulaient pas que les choses changent, qui utilisaient la justice avec une injonction malveillante, négative, juste pour arrêter les pauvres, les faibles et les politiques de l'opposition, et non les pilleurs de la République. C'est une vérité. L'histoire de la République démocratique du Congo sera rédigée par nous les Congolais, nous les jeunes qui ont été dans ces affres de la dictature, dans ces affres de cette justice qu'on a eu à manipuler hier, contre ceux-là qui avaient une expression contraire à la camarilla au pouvoir hier. Aujourd'hui, les gens s'expriment et la République n'a rien à voir avec eux pour procéder aux arrestations. Les gens s'attaquent, critiquent le président de la République. Combien avez-vous vu arrêter? Combien avez-vous vu dans les cachots de la mer? Aussitôt avoir pris le pouvoir, il a montré un acte d'homme d'État qui vient changer les choses, en libérant tous les détenus politiques, en libérant tous ceux qui étaient arrêtés pour des faits bénins, en libérant tous les grands leaders, les figures emblématiques, arrêtés pour leurs opinions. Moïse Katumbi est libre aujourd'hui. Arrêté d'arriver au pays, empêché d'arriver au pays, parce que vous parlez avec un procès d'une intention malveillante, d'une injonction négative. S'il vous plaît, parce que vous parlez des prisonniers politiques. C'est quoi exactement prisonniers politiques? Aujourd'hui, c'est comme si les politiciens sont libres. Les prisonniers politiques, ce sont des prisonniers qui ont la liberté. Laissez-moi achever ma question, s'il vous plaît. C'est comme si vous, en tant que politicien, président d'un parti politique, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Alors, quand vous êtes dans la faute et que la justice vient, alors là, ça devient prisonnier politique. C'est comme ça qu'on peut commencer à dire. Comment est-ce que vous définissez le concept prisonnier politique? Voilà le concept prisonnier politique. Je le résume. Oui. Ceux-là qui sont d'abord arrêtés pour leurs opinions. Parce que la démocratie imprime la liberté d'expression, le droit de penser. Et ce droit de penser est limité par la tolérance. Ces éléments-là font partie des éléments principaux des piliers de la démocratie. Mais pas la diffamation. La diffamation, c'est autre chose. C'est autre chose. Et alors qu'il faut vous le prouver. La plupart des cas de nos politiques arrivent. Moi, je t'ai arrêté. J'avais diffamé qui? Quand ils m'ont pris à Saint-François, le 30 décembre, le 29 décembre, le 30 décembre, en train de démarcher contre la révision de la Constitution et pour la tenue des élections. Ils m'ont exclu de l'université de Lubumbashi, mon ancien de 98, parce que j'étais un jeune leader, président de l'UDPS. En 91, en 2001, j'avais subi encore le même sort. En 2003, le même sort, à cause de mes opinions politiques. Donc aujourd'hui, je ne peux pas tolérer que nous sommes au pouvoir pour la démocratie, la liberté, qui est des gens qui viendront sacrifier les combats de Tian Tshisekedi de 30 ans. Donc d'où nous devons accompagner nos magistrats, nos OPJ, nos inspecteurs, tous ceux qui sont dans cet appareil judiciaire à faire leur travail par le soutien, les accompagner, les encourager et en boostant le président de la République pour qu'il les mette dans les conditions plus normales afin de les épargner des autres tentatives qui a eu à ruiner la République d'hier. Comment voyez-vous l'avenir de la justice en RDC? Aujourd'hui, c'est juste quand il y a soupçon de corruption et on regarde, on vérifie que c'est bon, même si vous êtes en fonction, même si vous n'êtes pas en fonction,
Donc directement, vous avez affaire à la justice et vous pouvez être mappé. Comment voyez-vous l'avenir de la justice dans les années qui suivent? Bien qu'il y a des préalables liés à la poursuite d'une catégorie de gens qui bénéficient de privilèges ou des immunités, et le magistrat du parquet, il connaît quand est-ce qu'il faut arrêter une telle catégorie de personnes. Mais il faut rappeler, il y a des gens qui sont arrêtés aujourd'hui par des procédures régulières. Il est invité comme tel, il est entendu sur PV, et d'autres. Et aussitôt mappé. Mais si on trouve que les preuves sont accablantes, même s'il n'y a pas crainte de fuite de cette personne, que les preuves sont accablantes, le magistrat du parquet trouve qu'il y a des preuves accablantes, au-delà de la présomption, il vous garde. Merci Sylvain Mutombo. Nous allons changer de chapitre pour la 6e fois. Il y a prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Le nombre des personnes infectées aujourd'hui est au-delà. Nous avons dépassé la barre des 7000 cas. Est-ce que c'était important de continuer à proroger? Il y a eu divergence entre les députés. Aujourd'hui, il y a eu une forte crise qui s'est installée par rapport à cet état d'urgence. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui tourne autour de cette 6e prorogation? Le président de la République et le Premier ministre, ainsi que le gouvernement, ils ont la charge de la protection de la population congolaise. Ils ne peuvent pas faire une erreur de stratégie par rapport à une maladie qui terrasse l'humanité. On ne peut pas libérer les gens de l'état d'urgence comme ça sans pour autant étudier le mécanisme de la responsabilité étatique qui est seul de protéger la population. Toutes ces mesures prises, c'est pour l'intérêt de la population, bien que la population a ses besoins de procéder à ces activités afin de survivre. Parce que l'État, en décrétant plus de 6 fois l'état d'urgence, en le prolongeant bien sûr, n'a pas mis à la disposition de la population à manger ou quoi que ce soit. Au-delà de mécanismes... C'est très pénible pour la population. Au-delà de mécanismes pris par le président de la République, disent pour que ces gens qui souffrent, qui tombent malades, qui sont affectés par le Covid-19 puissent être pris en charge par le gouvernement de la République. Mais aussi, le nombre de personnes atteintes aujourd'hui... Plus de 7000. C'est plus de 7000. Mais nous avons quand même suivi avec beaucoup d'attention l'évolution, le nombre de guéris et la stratégie dont le gouvernement avait eu à prendre en premier temps pour empêcher que le centre qui était considéré comme l'épicentre de la maladie, c'était la Gombe, qu'on avait d'abord confiné, ne pouvait pas permettre aujourd'hui aux Congolais d'être touchés par cette maladie. C'était une très bonne stratégie qui a aujourd'hui donné quand même des résultats au-delà du nombre de personnes touchées par le Covid-19. Nous pensons que le gouvernement, dans les jours à venir, aura analysé d'autres mesures, d'autres mécanismes, afin de mettre terme à cet état d'urgence. Le gouvernement ne peut pas mettre terme à l'état d'urgence sans pour autant proposer à la population d'autres stratégies ainsi qu'un mécanisme de suivi de cette pandémie pour la protection et le bien-être de notre population. Quelle est votre lecture par rapport au travail réalisé par le comité de riposte, la task force et même votre collègue de la santé, Etienne Ilongondo, qui est accusé par son vice d'avoir détourné, de travailler avec opacité? Je ne maîtrise pas bien ce dossier. Ce que moi, je sais, c'est que le comité qui travaille avec le ministère de la Santé a eu à faire un bon travail qui est apprécié par d'autres Congolais et qui n'est pas aussi apprécié par d'autres Congolais. Mais pour ma part, c'est une œuvre du gouvernement qui est en train de protéger les Congolais en mettant beaucoup de moyens par le Premier ministre à la disposition du comité de Covid, à la disposition du ministre de la Santé. S'il y a des questions qui touchent à la mégestion ou à autre chose,
c'est aux instances compétentes d'en trouver des réponses ou des solutions. Pour ma part, je me limite à ce que j'observe. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui confondent déconfinement de la Gombe et fin de la pandémie en République démocratique du Congo, particulièrement ici à Kinshasa. Est-ce qu'au niveau de l'armée, au niveau des anciens combattants, vous avez aussi pris le temps de sensibiliser et de continuer? Parce que la sensibilisation doit continuer. Nous devons vivre avec la maladie. Et la maladie est dans nos murs, ça tue sérieusement, mais nous devons continuer à sensibiliser. Vous avez lancé aussi ce genre d'action? Oui, vous savez que l'armée, c'est un corps très discipliné. Commençant par le collègue ministre de la Défense, qui avait déjà donné de grandes instructions à toutes les unités pour la sensibilisation toute adulte par rapport à la maîtrise et à l'usage des règles barrières. Et le chef d'état-major général, par plusieurs notes, a eu à sensibiliser les troupes à tous les niveaux, les officiers généraux, supérieurs, jusqu'aux subalternes. Les militaires sont vraiment informés, même leurs familles, parce que quand l'homme en uniforme qui adore la discipline est déjà informé sur une question liée à la salubrité, ça devient son leitmotiv. Parce qu'on peut commencer, mais quand on arrête, les gens risquent de croire que c'est fini. Est-ce que vous continuez ou... Nous continuons la sensibilisation. Tous les jours ici, il y a des télégrammes pour alerter cette situation par rapport à tous ceux qui fréquentent d'abord nos bâtiments. Vous allez entendre qu'on a désinfecté même le bâtiment de la Défense nationale. J'étais en communication avec mon aîné, le ministre de la Défense, parce que j'ai un bureau là-bas, qu'on va désinfecter nos bureaux. À notre tour, notre bâtiment où il y a le cabinet du ministre délégué de la Défense nationale sur l'avenue de la Gombe, nous avons aussi fait appel aux structures qui sont en train de désinfecter. Et nous continuons avec les sensibilisations au niveau de toutes les unités de l'armée. C'est comme s'il y a des coins ciblés, c'est la population, c'est plus les autorités. Mais quelle est la politique des infrastructures au niveau des camps aujourd'hui, au niveau même des infrastructures sportives, dans les secteurs qui est le vôtre? Vous savez qu'au niveau des infrastructures des anciens combattants, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs bâtiments et immeubles des anciens combattants qui ont été spoliés. J'ai mis un mécanisme qui est en train de procéder à leur identification. Et d'ici peu, je vais continuer ma tournée que j'ai eu à arrêter compte tenu de la pandémie du Covid-19. J'étais à Lubumbashi au mois de mars. Lubumbashi, Kolwezi, Kipushi, Kasumbalesa et Likasi pour voir l'état des lieux, des immeubles des anciens combattants spoliés par... Je ne sais pas comprendre comment un citoyen peut venir arracher à l'armée un bâtiment. Mais ça me dépasse. Ils sont les hommes forts. On peut tout prendre, mais pas pour l'armée. On peut spolier les bâtiments des autres ministères, comme ils l'ont toujours fait. Pas de l'armée. Pas de l'armée. C'est un appel pathétique que je lance à tous ceux qui occupent le bâtiment de l'armée et le bâtiment des anciens combattants, qu'ils commencent eux-mêmes déjà à libérer toutes ces maisons au Bas-Congo, dans le Katanga, à l'Équateur, dans le Bandundu et à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai beaucoup de rapports, même des concessions d'anciens combattants donnés par Mobutu, spoliés par des tierces personnes. Quel courage! J'ai fait arrêter un colonel qui a spolié la concession de Kisenso, qui était attribuée à l'armée, aux anciens combattants. Un colonel de la police s'est rogé le droit. Il s'est rogé le droit de vendre les terrains pour priver les vieux papas qui ont donné leur sang pour la République, qui ont donné leur jeunesse pour la République. Aujourd'hui devenus vieux, ils ne savent même pas où aller mettre leur bicoque parce que l'armée n'a pas pris en compte leur période d'inactivité. Quand ils seront retraités, à peine le décompte final, chassés dans le camp militaire. Ils vont être logés où? Quand on sert l'armée, on devient quelqu'un qui doit bénéficier des avantages de la République jusqu'à sa mort.
Même sa famille peut y bénéficier. Plusieurs années encore. Ses veuves et orphelins. Mais ce que nous avons trouvé, c'est autre chose. Mais nous sommes, Excellence, pour rétablir les choses à la normale, se battre pour que notre armée puisse récupérer tous ces bâtiments-là, afin de les mettre à la disposition des anciens combattants, pour nous permettre demain de commencer à réfléchir rapidement la mise en condition de la réinsertion sociale de tous les militaires qui ont servi hier et qui peuvent être exploités demain, qui peuvent être protégés jusqu'à leur mort. Le commandant suprême est debout, il a donné des instructions et tous les mécanismes d'éradiquer tous les 152 mouvements rebelles ou forces armées négatives que nous avons trouvés à l'Est, l'héritage de l'Est pour le président de la République. 152 mouvements, forces négatives, ADEF, NTN, Maï, beaucoup de trucs là qu'on a trouvés à l'Est de la République. Il faut que les gens connaissent. J'ai entendu quelqu'un passer sous les médias parler de l'état de traitement des hommes en uniforme. Je me suis dit, mais mon Dieu, 18 ans passés, l'armée congolaise n'avait eu que 5 000 francs comme supplément sur leur salaire. 5 000 francs pendant 18 ans. Mais l'avènement de Félix Tshisekedi, oui, il est venu, il a commencé à travailler sur la mise en condition de nos militaires de FARDC. Depuis 2003 jusqu'en 2014, il a payé les soldes. Que je peux appeler, le décompte final. Parce que vous en parlez. Il a payé. Oui, il a réhabilité les infrastructures sanitaires de l'armée. Il a payé les militaires. Il a ajouté 10 $ sur le traitement des militaires. Une année au pouvoir. C'est pour dire que il vient pour faire beaucoup de choses. On doit lui faire confiance. Il n'y avait pas de l'eau à Kankokolo. Juste de l'eau. Il n'y en avait pas. Pourquoi le président de la République a commencé par l'armée? Je l'ai dit à mes frères congolais qui me suivent en ce net moment. Pourquoi le président de la République a commencé par l'éducation nationale? Ce sont les deux secteurs pour tuer une nation et tuer un peuple. L'infiltrer, l'occuper, déstabiliser sa sécurité et ses systèmes de défense. Pourquoi le président a annoncé la gratuité? C'est pour que les enfants qui naîtront dans la gratuité, qui bénéficieront des enseignements gratuits, ne puissent pas avoir la mentalité de celui-là qu'on a appris à aller corrompre pour avoir un diplôme. Oui, aujourd'hui, quel est l'état des lieux de vie des anciens combattants? Nous avons vu dernièrement, il y a un ancien combattant qui a participé à la... C'était la deuxième guerre, quelque chose comme ça, qui a fait 40 jours, son corps il était décédé, il a fait 40 jours à la morgue et il a fallu des interventions. Et il n'y a pas eu d'intervention. Le président de la République, pendant les 40 jours, était occupé par 4 ou 6 deuils de sa propre famille. Son propre oncle, ses propres membres du cabinet, ses propres frères, son propre papa qui encore, 2 d'ailleurs. Et c'est moi le ministre compétent du secteur qui peut vous dire la vérité. Oui, on ne signe pas une ordonnance, on ne signe pas une ordonnance le même jour. On ne met pas les moyens le même jour. Et d'ailleurs, nous avons fait d'une pierre 2 coups. C'est ce qui a en honorant les 2 autres survivants, pour empêcher à ce que demain, quand l'autre là va décéder, qu'on commence encore à préparer de grandes cérémonies comme nous l'avons fait avec Papa Daniel. Je suivais les instructions du commandant suprême, le président de la République, le numéro 1 de l'armée congolaise. Il m'a instruit, il m'a dit on va l'enterrer avec dignité, et le président de la République l'a honoré, il a honoré la famille des anciens combattants, il a honoré la famille du défunt, il a honoré la famille de tous les anciens combattants, des milliers qui étaient morts depuis 75 ans, qui n'ont jamais été récompensés par toutes les 3 républiques passées hier. J'ai remis des sommes à titre symbolique consistant pour les femmes, parce qu'ils n'ont jamais eu ça. Et ça ne se limite pas là. Nous laissons le temps au commandant suprême. Quand il voudra un jour rappeler ceux qui sont encore, ceux qui ont été décorés, les 2 qui ont été décorés. Il y a même un 3e qui vient d'être trouvé ici à Kinshasa dans des conditions inhumaines.
un troisième qui s'est battu en Égypte, 40-45, avec sa médaille de 14-18-40-45, avec tous ces documents. Mes services sont en train de faire le travail. S'il s'avérait que réellement les fichiers prouvent qu'il est ancien combattant, je les mettrai encore à la disposition du président de la République pour qu'il puisse bénéficier aussi d'une décoration digne du rang. C'est une cérémonie qui ne s'est jamais faite depuis 75 ans, depuis qu'ils ont quitté la guerre mondiale. La République ne les a jamais reconnus. Qu'est-ce qu'on nous a appris, nous les résistants? Quand tu donnes ton sang pour la République doit te reconnaître. Donc nous devons travailler sur ce secteur-là pour donner la chance au commandant suprême d'avoir demain une armée très puissante comme elle est aujourd'hui. Elle est en train de monter en puissance. Je félicite tous les généraux de notre armée. Je les encourage. J'encourage tous ceux qui sont au front en train de se battre sur les différents fronts afin d'amener les résultats qu'attend le peuple congolais, la sécurité de nos territoires. Merci beaucoup Sylvain Mutombo. Nous sommes arrivés à la fin. Vous allez conclure l'interview d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez trouvé notre émission et l'interview? Après, vous allez conclure. Oui, c'est une émission que j'aime suivre. J'ai voulu aussi aujourd'hui participer à l'éveil de notre peuple parce que l'éveil doit être permanent. Et le combat continue jusqu'à l'établissement total d'un état de droit démocratique. Nous n'allons pas nous compromettre. Nous n'allons pas faire comme les autres parce que nous étions jeunes. Aujourd'hui, nous sommes en train de monter pour dire au peuple congolais qu'il doit faire confiance à cette génération qui est en train de monter. FCC ou Cash, demain, nous irons ensemble. Demain, nous construirons ce pays. Demain, nous continuerons à prêcher la réconciliation nationale. Demain, nous continuerons à prêcher l'amour du prochain. Demain, nous travaillons sur la tolérance des points de vue des uns et des autres. Ce Congo appartient à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de tribu pour constituer une nation. Une nation n'a qu'une seule famille. C'est la famille du peuple congolais. Et si tout le monde comprenait que le Kasaï était riche en diamants, le Katanga riche en cuivre, en d'autres minéraux, l'uranium et autres, l'Équateur riche en cuivre encore, en d'autres minéraux encore, et avec la forêt, le Bandundu avec tout ce qu'ils ont aussi comme minéraux, l'Est de la République avec le coltan et autres minéraux, tous les Congolais se sentiront à l'aise là où ils sont. Et on construira au nom de l'unité, de l'amour, de la réconciliation nationale, un Congo fort, où il n'y aura pas de Mungala, il n'y aura pas de Muluba, où il n'y aura pas de Mouswahili, où il n'y aura pas de Mukongo. Un Congo où il n'y aura que le Congolais. Et le Congolais aura la liberté de circuler partout au nom des intérêts de la République, partout où les services de la nation l'appellera, ou ses activités personnelles, le Congolais ira à travailler. Sans la réconciliation qui nous a manqué pendant 60 ans, sans la réconciliation, moi j'ai fait ma campagne comme député national dans la circonscription de Lukunga, sur le pied de la réconciliation nationale. La réconciliation nationale ne voudra pas dire que nous devons oublier tout ce qu'il y a eu comme traumatisme, tout ce qu'il y a eu comme affre, tout ce qu'il y a eu comme bastonnade. Nous devons l'enseigner à notre génération. Voilà comment est-ce que les autres ont eu à gérer. Voilà comment est-ce que les autres ont eu à gérer. C'est pour éviter que ces choses-là ne rentrent plus dans la République après Félix Tshisekedi, dans la République d'après celui qui viendra, et le Congo émergera, parce que tous les pays, pour émerger, ils ont eu des problèmes. Comme en Afrique du Sud, aujourd'hui, on enseigne la mort des enfants de Soweto. On enseigne aux élèves la mort de Steve Biko. On enseigne aux élèves le combat de Mandela, avec toutes les dictatures qui sont connues au nom de l'apartheid. Aux États-Unis d'Amérique, on continue à parler de Martin Luther King. C'est l'histoire américaine, c'est l'histoire sud-africaine. Notre histoire retiendra qu'il y avait des dictateurs dans ces pays qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça. Mais au nom de la réconciliation nationale, nous les pardonnons. Nous devons être ensemble pour construire ensemble notre Congo. Ceux qui sont à la Mouka, ceux qui sont au FCC, ceux qui sont à l'UDPS, au RDT, dans la société civile, tous nous sommes au Congo. Il n'y a qu'un seul sang qui nous unit, le sang des Congolais, une seule république, la République du Congo, un seul président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quels que soient nos clivages politiques, que nous puissions mettre à l'unité l'action gouvernementale, à l'unité l'action de la patrie, et nous sauverons le Congo pour l'avènement de demain.
Merci beaucoup Sylvain Mutombo d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, chers téléspectateurs, nous vous disons infiniment merci de cette attention particulière. Je vous rappelle que nous avons reçu Maître Sylvain Mutombo. Il est ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants. Il est également président de la RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes, qui est la troisième force du cash pour les changements, cette plateforme qui est proche du président Félix Tshisekedi Tshilombo. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Mesdames et messieurs, entre-temps, prenez bien soin de vous et soin de vos proches, car chaque jour est une vie. Le coronavirus est dans nos murs, il tue sérieusement. Respectons les gestes barrières. Le déconfinement de la commune de la Gombe n'est pas synonyme à la fin des Le déconfinement de la commune de la Gombe n'est pas synonyme de la fin de cette pandémie. Nous vous demandons également de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube qui porte mon nom, Aimé Mutombo. Abonnez-vous massivement. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Nous vous disons au revoir.